Bonsoir à toutes et à tous. Pour cette seconde émission, nous vous invitons tout d'abord à assister à la rencontre Le sport au prisme de l'histoire avec Fabien Archambault et Philippe Collin. Et puis ensuite, nous partirons à la chasse aux stickers en compagnie des auteurs-illustrateurs Matisse et Aurore Petit. Aurore Petit, nous la suivrons ensuite lors de sa rencontre avec les élèves de l'école Robert Pillon de Chaumont. Mais commençons tout de suite avec cette rencontre où il sera question de football, d'espionnage, de politique et de guerre froide, et qui est consacrée à une bande dessinée intitulée La patrie des frères Werner, parue chez Futuropolis, une bande dessinée dont l'auteur est avec nous en ligne, Philippe Collin. Et son dessinateur Sébastien Goethals n'est pas là, mais nous avons aussi à nos côtés, et là en chair et en os sur le plateau, Fabien Archambault, qui est historien et qui signe un passionnant cahier pédagogique qui vient apporter un éclairage à la fois culturel, historique et politique de l'histoire qui nous est narrée. Alors Philippe Collin, bonjour, êtes-vous toujours en ligne ? Bonjour à tous, oui, je suis bien là. Bonjour. Bonjour et bonjour à vous. Philippe Collin, je rappelle que vous êtes journaliste, producteur de radio, que votre voix est familière aux auditeurs de France Inter. Ils ont sans doute en souvenir un certain nombre d'émissions passées mémorables comme Downton. Et je précise qu'on vous retrouve tous les dimanches pour une émission intitulée L'œil du tigre, qui existe depuis quelques années et qui est une émission dédiée au sport, aux mythologies sportives, à ces grands héros, ces grandes figures, mais aussi évidemment aux relations qu'entretiennent le sport et l'histoire, et aussi le rôle social, le rôle culturel du sport. Philippe Collin, vous signez donc avec Sébastien Goethals cette bande dessinée, La patrie des frères Werner, qui plonge ses lecteurs dans une véritable fresque historique, une vaste épopée, une épopée de 30 ans, où l'on suit le destin, l'histoire de deux orphelins, de deux petits juifs allemands qui sont cahotés, ballottés dans les soubresauts de l'histoire. Et cette BD, c'est aussi l'histoire de l'Allemagne, une Allemagne divisée, une Allemagne fracturée, une Allemagne donc on va suivre durant 30 ans entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et ce jour, le 22 juin 1974, qui est un jour de match, un jour resté mythique dans l'histoire du sport, on va y revenir. Mais avant toute chose, Philippe Collin, vous avez déjà précédemment signé une bande dessinée avec Sébastien Goethals en 2018, une bande dessinée qui a remporté un très grand succès, à la fois public et critique, Le voyage de Marcel Grob, et qui évoquait la question des malgré nous. On suivait l'histoire d'un jeune Alsacien enrôlé malgré lui dans la Waffen-SS en 1944. Ma première question, ce sera est-ce qu'on peut voir ces deux livres comme formant un diptyque? Est-ce que vous avez voulu, avec ce nouveau livre, Sébastien Goethals et vous-même, offrir un deuxième volet et un éclairage supplémentaire à cette histoire allemande? Absolument, c'est-à-dire que même avant le sport, on va dire, avant le match de football, c'était un désir qu'on avait avec Sébastien de raconter deux jeunesses européennes, une française pendant la Seconde Guerre mondiale et puis une allemande après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que l'amorce du récit de La patrie des frères Werner, c'était d'imaginer ce que c'était d'avoir 10-12 ans, d'être orphelin et de grandir dans un pays qui est banni, dépecé, séparé en 4 morceaux. Qu'est-ce que ça veut dire de grandir dans un pays comme celui-là alors qu'on est responsable de pas grand-chose? Pour ainsi dire, on est responsable de rien. Quand on a 10-12 ans, on n'est pas responsable de l'accession d'Hitler au pouvoir, on n'est pas responsable de grand-chose. Donc qu'est-ce que ça veut dire de grandir dans ce monde-là, dans ce pays-là? Et ça faisait écho évidemment à cette jeunesse française incarnée par Marcel Grob, qui était donc celle d'une jeunesse alsacienne enrôlée de force dans l'armée allemande et qui avait dû, elle aussi, cette jeunesse, affronter le sort de l'histoire. Donc c'était une idée de faire descendre l'histoire à hauteur d'hommes et à hauteur de femmes, évidemment, à hauteur de destin individuel. Voilà, c'était vraiment dès le départ, c'est-à-dire qu'avant même que Marcel Grob ne sorte en librairie, on avait déjà en tête ce deuxième volume, si je peux dire. Ce sont 2 livres qui sont indépendants, mais ils font miroir, ils se font écho, parce qu'en effet, c'était important pour nous de raconter cette jeunesse européenne. Voilà.
Alors, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, Fabien Archambault, puisque le vif du sujet, ça va être un match, celui du 22 juin 1974, entre la RFA et la RDA. Donc, je précise que vous êtes historien, maître de conférences à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, que vos recherches portent sur différents domaines, dont l'histoire du sport. Il y a d'ailleurs un livre qui paraîtra chez Flammarion en début d'année, dont on ne connaît pas encore le titre et qui sera consacré au football. Mais avant toute chose, pour les plus jeunes d'entre nous, pour celles et ceux qui connaissent mal cette histoire, est-ce que vous pourriez nous brosser à grands traits finalement, comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à deux Allemagnes séparées, donc entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1974? Qu'est-ce qui s'est joué historiquement? Et pourquoi il y a ces deux Allemagnes, dont François Mauriac, qui n'était jamais avare d'un bon mot et d'une mesquinerie, disait qu'il aimait tellement l'Allemagne qu'il était ravi qu'il y en ait deux? Alors, à grands traits, vraiment à grands traits, parce que c'est... Bon, c'est un des points fondamentaux de la guerre froide. Donc il y a les 4 puissances vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui se sont entendues pour se partager l'Allemagne. Donc il y a 4 zones d'occupation et une zone un peu particulière qui est Berlin, l'ancienne capitale du Reich, où les 4 alliés ont chacun une zone dans la ville. C'est pas très clair en fait de ce que va devenir l'Allemagne. A priori, on est plutôt pour une Allemagne unie. L'URSS pousse pour une Allemagne unie, sachant que, en gros, vu que le nazisme est discrédité, enfin la droite allemande est discréditée, l'idée que ce serait un pays d'une démocratie libérale, un peu comme la Tchécoslovaquie au même moment, mais avec un très fort parti communiste, donc une Allemagne neutre, plutôt à gauche, et donc qui serait pas au service de l'Union soviétique, mais qui serait pas hostile à l'Union soviétique. Face à ça, on rentre en 1947 dans la logique de guerre froide. Les Américains et les Anglais ne l'entendent pas de cette oreille. Les Français non plus, parce qu'ils voudraient récupérer la Sarre. Donc en gros, toute la rive gauche du Rhin. Enfin, De Gaulle pensait à récupérer toute la rive gauche du Rhin. Les Anglais lui font comprendre que la Sarre, ce serait déjà pas mal. Donc c'est une situation qui se réglera seulement en 1954. Mais bon, en gros, la guerre froide fait que les choses se précipitent. Il y a l'affaire du blocus de Berlin en 1948-1949, et en gros, ça débouche sur la création d'abord de l'Allemagne fédérale, donc dans les zones alliées occidentales, et par contre-coup, 6 mois plus tard, de la République démocratique d'Allemagne, qui là devient une dictature communiste qui est inféodée à l'Union soviétique. Alors, Philippe Collin, vos deux héros, Konrad et Andreas, donc sont deux petits garçons, deux orphelins au début du récit qui survivent à la grande catastrophe du siège de Berlin, qui parviennent à s'enfuir, à survivre. D'où viennent-ils, ces deux petits garçons? Ils n'ont pas existé, mais cependant, il y a une base historique réelle à ce projet d'écriture. Alors, en effet, Andreas et Konrad Werner, ce sont ce qu'on appelle des enfants loups. En allemand, c'est Volkskinder. Ce sont donc ces orphelins allemands de la libération, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que les Allemands ont perdu 8 millions de personnes durant cette Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a évidemment beaucoup d'orphelins qui sont livrés à eux-mêmes, et c'est un pays qui est donc en ruine, c'est un pays qui est totalement dévasté. Donc, dans les premiers mois de la libération, de l'effondrement du Troisième Reich, on ne peut pas prendre en charge ces enfants. Alors, au fur et à mesure que les mois vont avancer, évidemment, les structures vont se mettre en place et on va commencer à récupérer ces gamins tout doucement. Néanmoins, bon nombre d'entre eux vont continuer à grandir seuls. Je crois que jusqu'en 1951, il y a encore beaucoup d'enfants loups. On appelle ça des enfants loups parce qu'ils doivent se débrouiller seuls pour se nourrir, se loger, se débrouiller dans la vie. Et donc, du coup, il y a un grand historien allemand qui s'appelle Christopher Spatz, qui a beaucoup travaillé sur les enfants loups. Et en fait, on s'est servi de son travail d'historien, c'est-à-dire qu'il a dépouillé 30 000 dossiers de ces gamins livrés eux-mêmes dans l'Allemagne de l'après-guerre. Et donc, chaque élément qui compose ces deux garçons, ces deux frères qui sont effectivement
issus d'une imagination, mais qui sont tirés du réel. Et c'est important, j'insiste sur cet aspect des choses, c'est que chaque élément de ce qu'on raconte de leur vie dans le prologue, dans ce grand prologue de l'album qui fait 40 pages, tout ce qui est raconté là vient des travaux de Christopher Spatz, entre autres, et qui donc donne, on va dire, l'essence de ce que c'est que cette vie d'enfant loup dans l'Allemagne des années d'après-guerre. Donc évidemment, ces deux gamins, ils sont l'incarnation d'une Allemagne qui a laissé aussi à l'abandon ses enfants. Je dis ça parce que ça a été un sujet tabou très longtemps en Allemagne, ça l'est encore d'ailleurs aujourd'hui. Pendant très longtemps, on n'a pas du tout parlé des enfants loups. C'est un documentaire de la ZDF, qui est donc la grande chaîne de télévision allemande, qui date de 1990, ce documentaire qui a remis au goût du jour, entre guillemets, le phénomène des enfants loups. Mais encore aujourd'hui, c'est compliqué. Vous savez, en Allemagne, l'enfant a une place particulière. C'est sacré, un gamin, en Allemagne. Donc, la société allemande, qu'elle soit d'ailleurs à l'époque, plutôt d'ailleurs la RFA, mais y compris la RDA, ait pu laisser à l'abandon, parce que la Seconde Guerre mondiale avait frappé fort aussi l'Allemagne, 2 millions d'enfants livrés à eux-mêmes. C'était un sujet très compliqué pour eux à observer, à digérer, à regarder. Donc, on a mis beaucoup de temps à accepter de regarder ce dossier des enfants loups en Allemagne. Et encore aujourd'hui, le livre est sorti en Allemagne et je vois bien, on a beaucoup de presse, et je vois bien que la presse parle des deux Allemagnes, la presse parle du match de football entre la RFA et la RDA, on va y revenir, mais la presse ne parle pas du tout des enfants loups. Je sens bien que c'est quelque chose qui reste compliqué chez eux, d'évoquer ce dossier-là de ces 2 millions d'enfants livrés à eux-mêmes. Donc voilà. Et ces deux enfants, ils se retrouvent, alors on ne va pas raconter toute l'histoire puisqu'il faut quand même laisser la surprise des péripéties et de la narration aux lecteurs qui ne l'ont pas encore lu, mais ces deux enfants vont se retrouver membres de la Stasi, engagés dans la Stasi, amenés à travailler et à collaborer avec elle à la suite d'une péripétie qu'on ne révélera pas. Je me tourne vers vous, Fabien Archambault, là encore, afin que vous ameniez votre point de vue d'historien et que vous puissiez nous rappeler en quelques mots ou nous apprendre, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, ce qu'était la Stasi et quel rôle elle a joué tout au long de l'histoire de la RDA. Alors c'est la police politique, en gros, qui apparaît assez tôt. En gros, l'État, la nation est-allemande apparaît en 1949. Donc, il y a d'abord un ministère de la police. À l'intérieur du ministère de la police, il y a la police politique, donc la sécurité de l'État, et qui s'émancipe à l'intérieur en 1954-1955. Et ça devient un système d'espionnage à grande échelle de la population de l'Allemagne de l'Est. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'espionnage à l'extérieur, donc ils sont capables d'infiltrer l'OTAN, etc. Mais il y a aussi le SPD, le parti au pouvoir, qui veut prévenir toute opposition, toute contestation possible de sa politique. Et donc il y a tout un réseau en fait de citoyens, c'est-à-dire qu'il y a les fonctionnaires de la Stasi qui sont 60 000 en gros, mais surtout il y a quasiment 200 000, enfin il y en a de plus en plus au fil des décennies, de citoyens lambda qui soit le font spontanément, soit sont forcés à le faire sous peine de rétorsion, qui espionnent leurs voisins. Ça peut être l'institutrice qui surveille les élèves dans sa classe, etc., etc. Bon, il y a eu un film célèbre là-dessus, et c'est dirigé par Erich Mielke pendant toute la durée d'existence de la Stasi, jusqu'à la chute du mur. Et Erich Mielke est un grand fan de football. Donc c'est là où on arrivera, où cette passion intime d'Erich Mielke jouera un rôle dans la BD de Philippe Collin.
Philippe Collin, parlez-nous un petit peu, s'il vous plaît, de ces deux frères, Andreas et Konrad. Que deviennent-ils? Quel rôle jouent-ils précisément dans la Stasi? En fait, ils vont se retrouver séparés. Et vous avez créé, avec Sébastien Goethals, des frères très différents l'un de l'autre. Ils ont des traits de caractère saillants. L'un est dans une forme de dévouement idéologique qu'on pourrait qualifier d'absolu, en tout cas il doute peu. L'autre est beaucoup moins sujet à la discipline, il doute. Voilà, si vous pouviez nous dire quelques mots sur ces deux personnages. Alors en fait, ces deux frères, ils sont en effet assez antagonistes parce que, vous savez, on a parfois le sentiment aujourd'hui, de là où nous sommes, de là où nous regardons en 2020, que c'était deux blocs monolithiques qui s'affrontaient l'un face à l'autre. Or, c'est forcément plus complexe. De chaque côté du mur, il y avait des fractures, des subtilités, des nuances. On va y revenir aussi parce que dans les deux équipes de football, c'était aussi le cas. Et évidemment, ces deux frères, ils incarnent deux visions du monde à l'intérieur du bloc soviétique, où l'aîné, Konrad, qui donc répond aux injonctions du colonel Gronau, qui est donc cet officier recruteur qui a formé les deux frères à l'école de la Stasi. Donc cet aîné, Konrad, qui va passer à l'Ouest, qui va devenir une taupe infiltrée, effectivement adhère à l'idéologie, y est excessivement convaincu et il la défendra jusqu'au bout. Quant à Andreas, qui est donc le plus jeune, lui, il a des doutes. Il a vécu plus longtemps que son grand frère en RDA et il est traversé le questionnement, notamment d'identité, parce qu'ils sont juifs tous les deux, et il sent bien qu'on ne le laisse pas assumer cette identité juive en ex-Allemagne de l'Est, pour des raisons assez simples, notamment, vous savez, il y a plusieurs camps de concentration du Troisième Reich qui étaient situés sur le territoire de l'ex-RDA. Il y avait évidemment des lieux de mémoire consacrés à ces camps de concentration, mais il était question de défendre le genre humain dans la mémoire et pas des spécificités, qui est aussi liée à l'idéologie communiste. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le genre humain, ce ne sont pas les nationalités, ni les particularismes, ni les religions. Donc, notamment à Ravensbrück, par exemple, il était hors de question d'évoquer le fait que les nazis aient pourchassé de manière spécifique des juifs. Et donc, du coup, ce gamin, qui est donc juif et dont la mère était juive et est morte à Ravensbrück, se pose des questions, se demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit à la fois d'être peut-être allemand de l'Est et juif. Il peut appartenir au genre humain, bien sûr, et aussi revendiquer une identité plus spécifique. Donc, ils sont traversés par des doutes, et ce qui était important, c'est parce que c'est aussi un récit tiré du réel, mais de fiction. Donc, c'était intéressant qu'ils aient des antagonismes pour qu'on puisse, nous, faire avancer notre histoire et qu'on puisse essayer de mettre en exergue les fractures qui traversaient la société est-allemande, ouest-allemande et européenne à l'époque. Donc, s'ils sont marqués comme ça dans des antagonismes, c'était aussi une manière pour nous de pouvoir raconter l'histoire de l'Europe dans les années 70. Alors, il se trouve en effet que ces antagonismes, vous l'avez déjà dit, existent au sein des deux équipes, on va le voir, hein, RFA et RDA. Et venons-en justement au sport. Il se trouve que ces deux enfants qui ont grandi se retrouvent désormais à jouer un rôle, l'un de top à l'Ouest, et il a intégré le staff de l'équipe de football de RFA, et l'autre a été amené à être un agent infiltré auprès des sportifs de l'Est afin de s'assurer que ces sportifs correspondent bien à l'idéologie est-allemande et n'ont pas de velléité de fuite ou de passage à l'Ouest. Fabien Archambault, on voit qu'il se cristallise quelque chose de très fort en fait dans ces années-là autour du sport en général et du foot en particulier. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce rôle fondamental du sport à ce moment-là, à la fois à l'ouest et à l'est? Le football n'a pas la même histoire d'un côté et de l'autre du mur. Voilà, en quoi le football est aussi le terrain des opérations de la guerre froide? Alors très rapidement là aussi, le football n'était pas un sport très populaire en Allemagne. Enfin, c'est le sport des classes moyennes, urbaines.
Et il le devient important parce qu'en 1954, l'Allemagne de l'Ouest remporte la Coupe du Monde de football, qui, là aussi, n'est pas encore une compétition qui, en Europe, a une grande signification. C'est d'abord en Amérique du Sud que organiser et gagner la Coupe du Monde était très important. Mais pour cette Allemagne vaincue, qui revient petit à petit dans le concert des nations, gagner la Coupe du Monde est vécu comme le renouveau de l'Allemagne, c'est-à-dire une Allemagne débarrassée du nazisme, débarrassée de ses mauvais démons, et qui peut se présenter sous un jour victorieux. Alors depuis ce moment, en Allemagne de l'Ouest, le football prend de plus en plus tout au long des années 50-60. Mais les dirigeants d'Allemagne de l'Est l'ont vu aussi, que cette victoire de 54, c'est pas seulement la RFA, c'est l'Allemagne qui a gagné. Et donc il y a ce problème en RDA de comment concilier ce sentiment d'appartenance à la nation allemande et la division politique. Donc la solution, c'est il faudra des succès sportifs aussi pour l'Allemagne de l'Est. Comme elle favorise essentiellement l'amateurisme, ce sera d'abord aux Jeux Olympiques. Et donc on connaît les histoires qui ont permis à l'Allemagne de l'Est de devenir une grande nation olympique en natation, en gymnastique. Et le modèle, c'est l'Union soviétique, de détection des jeunes, avec un système de sportifs de masse, pour dégager une élite qu'on peut éventuellement aider à améliorer ses performances. Mais il y a toujours le problème du football, c'est que les jeunes en RDA, ils suivent le nouveau championnat professionnel allemand, la Bundesliga, créée en 1963. Et donc petit à petit, le modèle est-allemand essaye de se conformer à ce que doit être un championnat d'élite de football. Il y a plusieurs réformes. Le modèle, c'est la Bundesliga. Et ça porte ses fruits, puisque c'est la première fois que l'équipe est-allemande participe à la Coupe du Monde de football. Un de ses clubs, Magdebourg, a gagné une des Coupes d'Europe contre le Milan AC en 1974. Et donc, les voir s'affronter était inattendu, mais c'est là qu'on pourra juger des progrès footballistiques et sportifs de la RDA. Et oui, parce que Philippe Collin, le nœud de l'histoire, c'est le 22 juin 1974 à Hambourg, où il se passe quelque chose d'absolument inattendu lors du tirage au sort qui a eu lieu quelques semaines auparavant. La RFA est amenée à rencontrer la RDA en match de poule de la Coupe du Monde 74, qui est donc organisée à l'Ouest. Comment l'équipe de RDA et surtout les autorités est-allemandes réagissent-elles à ce tirage au sort ? Alors je vais prolonger ce que vient de dire Fabien Archambault, c'est qu'en effet, dans ce contexte des années 70, la RDA a réussi à mettre en place une équipe de football compétitive, au point qu'elle se qualifie en effet pour cette Coupe du Monde de football qui a lieu en RFA en 74. C'est la 10e édition de la Coupe du Monde. Elle aurait pu avoir lieu au Japon ou au Canada, et non, elle a lieu en RFA. Et donc ce match-là, entre les deux Allemagnes, les deux sœurs, va avoir lieu à Hambourg. Mais ce n'est pas si simple parce que le tirage au sort a lieu au mois de janvier. Et donc on peut voir les images, d'ailleurs sur YouTube, c'est assez impressionnant parce qu'en fait c'est un grand amphithéâtre avec la presse mondiale qui est réunie, et il y a un jeune garçonnet de 10-12 ans, un blond de Berlin, qui fait le tirage au sort, et donc d'une main innocente, il va désigner dans la même poule de qualification les deux Allemagnes, RFA, RDA. Or, ce n'est pas tout. Ce gamin va avoir la main lourde parce que, en plus de la RFA et de la RDA, il va aussi tirer le Chili et l'Australie. Et ce n'est pas anodin parce que le Chili, c'est le Chili du général Pinochet, et il se trouve que l'URSS avait un match de barrage pour participer à cette Coupe du Monde de football en 1974, a joué contre le Chili, au Chili, au stade national, qui est donc le stade qu'on appelle évidemment le stade de la mort, puisque sous le stade étaient torturés des leaders d'extrême gauche par la dictature Pinochet. Et donc Brejnev, qui à l'époque dirigeait l'Union soviétique, avait décrété que l'URSS n'irait pas jouer ce match au Chili. Et donc ils ont perdu le match sur tapis vert, comme on dit dans le football. Ça veut dire qu'ils ont perdu le match 3-0, donc ils ont été éliminés de la Coupe du Monde. C'est le Chili qui est venu donc remplacer l'URSS, enfin remplacer en tout cas, qualifier d'office à cette Coupe du Monde.
Or, donc, dans ce groupe RFA-RDA, il y a aussi le Chili. Donc, dès le mois de janvier, Brejnev fait pression, entre guillemets, sur Erich Honecker, qui est donc le dirigeant communiste de la RDA, afin que par solidarité internationale, le jeune pays frère refuse de participer à cette Coupe du Monde et refuse d'affronter le Chili de Pinochet. Ça, c'est une première pression qui est exercée sur la RDA. Et puis, au sein du SED, donc qui est le Parti communiste est-allemand, il y a aussi toute une partie des caciques du pouvoir qui font entendre à Honecker que le risque est grand. Parce que nous sommes face à deux systèmes qui vont s'affronter. Ce n'est pas qu'un match de football, ça va être un match de la guerre froide. Donc deux systèmes, un football ouvrier contre un football bourgeois, deux systèmes, un système communiste contre un système impérialiste. Que va-t-il se passer dans ce match? Est-ce que le danger n'est pas grand de perdre face à la grande équipe de la RFA, puisqu'il y a là de grands joueurs comme Franz Beckenbauer, comme Paul Breitner, comme Bertie Fox, comme Sepp Maier, le grand gardien. A priori, la RDA n'est pas du tout favori. Et le risque est grand de prendre une sévère défaite. Donc, au sein du parti, il y a à la fois ceux qui veulent être solidaires avec le RSS, donc refuser le match contre le Chili, et puis il y a cette partie de l'entourage d'Honecker qui dit attention, il y a un grand danger que nous soyons humiliés et que ce que nous défendons comme système soit humilié à la face du monde dans un match de football qui va être très médiatisé et qui va donc être une sorte de grand spectacle à l'échelle mondiale. Donc Honecker hésite. D'ailleurs, dans un premier temps, il envoie le président de sa fédération de football auprès de la FIFA, donc qui est l'organisme qui dirige le football à l'échelon mondial, pour savoir comment est-ce qu'on pourrait s'arranger pour sortir de la Coupe du Monde. Et la FIFA répond à ce président de la fédération de football que oui, on peut sortir, mais l'amende sera très très lourde. Et par ailleurs, bien plus grave pour Erich Honecker, vous serez rayé des instances sportives internationales et donc des compétitions. Plus de Jeux Olympiques, plus de Coupe du Monde, plus de Coupe d'Europe, plus de championnat d'athlétisme. Et avec ce que vient de dire Fabien Archambault, on comprend l'enjeu pour Honecker de ne pas sortir de ces compétitions, puisque en Occident, le front de la guerre froide, c'est le sport. Faire retentir l'hymne national, faire monter les drapeaux de la RDA sur des podiums dans le monde entier, c'est le sport qui permet d'avoir ces gratifications. La RDA n'est pas engagée dans un conflit militaire. On se bat en Corée du Nord, on se bat au Vietnam, bien sûr, mais on ne se bat pas en Occident. Donc le front, c'est le sport. Donc pour Honecker, il n'est pas question de sortir des instances sportives. Donc il va accepter de participer à ce match. Mais très vite, il va donc se convoquer Erich Mielke, qu'évoquait Fabien à l'instant, donc, qui est donc le directeur, le patron de la Stasi, la police politique, lui-même grand fan de football, et ensemble, ils vont mettre au point ce qu'on appelle en allemand Aktionsleder, donc opération cuir en français. Cuir, c'est pour le ballon en cuir, et qui est donc une grande opération d'espionnage pour essayer de peser à la fois sur le match, mais avant tout de sécuriser le match, comme on disait à l'époque. Ça veut dire s'assurer qu'aucun des membres de l'équipe, ni joueurs, ni staff, ne fuit à l'Ouest pendant cette Coupe du Monde. Ce serait l'humiliation suprême dont s'emparerait la presse européenne de l'Ouest pour dire « voyez, dès qu'ils peuvent, ils s'enfuient ». Donc d'abord, on doit sécuriser le match, empêcher que quiconque s'enfuit à l'Ouest. Et puis, par ailleurs, serait-il possible de peser d'une manière ou d'une autre sur le match, limiter la casse, comme on dirait? Alors, ils vont infiltrer évidemment l'équipe est-allemande d'espions de la Stasi. Je crois qu'ils sont 8. Les archives disent qu'il y a à peu près 8 membres de la Stasi qui ont infiltré la délégation est-allemande, dont plusieurs joueurs. Je crois que c'est 2 ou 3 joueurs, me semble-t-il. Et qui étaient plus des informateurs plus que des espions. Il y a des espions dans l'équipe est-allemande et les joueurs sont plutôt des informateurs, des indiques, il n'est prouvé nulle part, donc là on rentre dans le domaine de la fiction. Néanmoins, ce ne serait pas impossible, mais il est prouvé nulle part, mais qu'ils aient intégré un espion dans l'équipe ouest-allemande. Néanmoins, il y a un grand mystère.
C'est pour ça qu'on s'est autorisé avec Sébastien Goethals à imaginer que chacun des frères ait été intégré dans chacune des équipes, parce qu'il y a un grand mystère dans cette Coupe du Monde de football, et Fabien en parlera mieux que moi juste après, c'est que on ne joue pas en Allemagne quand on porte le maillot national pour de l'argent. Encore aujourd'hui, c'est compliqué d'ailleurs, mais à l'époque, ça l'est encore plus. Et Fabien expliquera pourquoi juste après, s'il veut bien. Mais il se trouve que dans les années 70, il y a un mouvement qui s'empare du football, porté par de grandes figures comme Johan Cruyff, par exemple, ou Paul Breitner, qui est un des grands joueurs de l'équipe ouest-allemande, qui revendiquent en gros leur statut de travailleurs du football. Le football commence à gagner beaucoup d'argent, à générer beaucoup d'argent, et des gens comme Paul Breitner ou Johan Cruyff, le Hollandais, disent « Attendez, nous sommes, nous, les travailleurs du football, nous avons droit à une part du gâteau. Nous avons droit à une part de l'argent. Après tout, nous sommes des travailleurs. » Et il se trouve que avant la Coupe du Monde 1974, l'équipe hollandaise, donc des Pays-Bas, celle de Johan Cruyff, qui est d'ailleurs la grande favorite de la Coupe du Monde, a négocié avec sa fédération une prime de 100 000 florins s'ils sont champions du monde. Et des gens comme Paul Breitner, dans l'équipe ouest-allemande, ont entendu parler de cette négociation et ont entrepris de négocier secrètement avec la fédération ouest-allemande une prime de 100 000 Deutschmark s'ils sont, eux, champions du monde chez eux en 1974. Et donc, il y a un bras de fer se noue entre l'équipe, une partie de l'équipe ouest-allemande et la fédération. Et ça crée une fracture dans l'équipe, d'ailleurs. Parce que certains ne veulent pas assumer le fait qu'on puisse jouer pour de l'argent. Or, 4 jours avant le match, 4 jours avant ce match crucial entre la RFA et la RDA, il y a une fuite dans la presse ouest-allemande. C'est-à-dire que cette négociation secrète se retrouve sur la place publique et ça choque beaucoup l'Allemagne. Parce qu'on n'est pas du tout habitué à ça et on voit du coup à travers certains joueurs des mercenaires cyniques qui viennent jouer pour de l'argent. Et ça crée une vraie fracture dans l'équipe au point que Paul Breitner, l'avant-veille du match, est tellement excédé par les insultes qu'il subit dans la presse conservatrice ouest-allemande qu'il est au bord de quitter la sélection. Il y a une scène qui est décrite par les joueurs de l'époque dans le hall de l'hôtel. Breitner est assis sur ses bagages, il va partir, il va quitter la sélection, c'est un des grands piliers de l'équipe, ce qui laisse entendre les fractures que traverse cette équipe de la RFA. Et personne n'a pu prouver qui est la taupe, qui a balancé à la presse ouest-allemande cette affaire de prime. Mais ça a sans doute beaucoup déstabilisé l'équipe 4 jours avant le match. Et nous, on a pris le parti avec Sébastien Goethals d'imaginer en effet qu'un espion est-allemand avait intégré l'équipe de la RFA et avait pu balancer à la presse ouest-allemande ces tensions qu'il y avait dans l'équipe et qui n'a fait qu'accentuer les fractures. Et pourquoi c'est assez probable, ce ne serait pas totalement improbable, il faut quand même rappeler que quelques semaines avant ce match a lieu ce qu'on a appelé l'affaire Günther Guillaume. Et ça, ce n'est pas rien, c'est-à-dire que le chancelier ouest-allemand, Willy Brandt, le grand chancelier ouest-allemand, qui avait d'ailleurs amorcé une politique de rapprochement avec la RDA, ce qu'on appelle l'Ostpolitik. Donc c'était une main tendue vers l'Allemagne de l'Est, avec une reconnaissance par la RFA de l'existence de la RDA, un traité fondamental signé entre la RFA et la RDA en 1972. Il se trouve que Willy Brandt, donc, a un bras droit, un directeur de cabinet qui s'appelle Günther Guillaume, et au mois d'avril 1974, on découvre que Günther Guillaume est un espion infiltré de la Stasi. Donc au plus proche du pouvoir ouest-allemand se trouve un espion est-allemand. Ça a été un énorme scandale, évidemment, en Allemagne de l'Ouest, qui a conduit à la démission de Willy Brandt. Et nous sommes à 6 semaines avant ce match de Hambourg, le 22 juin 1974. Tout ça pour vous dire qu'ils étaient capables d'infiltrer des espions au plus haut sommet de l'État, ce qui nous paraît assez probable, même si on n'a pas la preuve du tout. Donc c'est une imagination, mais c'était probable que la RDA puisse infiltrer 1 ou 2 espions dans le staff de l'équipe ouest-allemande. Voilà. Fabien, vous allez pouvoir réagir, mais je vais ajouter aussi une question. Est-ce qu'on a bien compris qu'il y avait donc 2 visions du monde, que c'est beaucoup plus qu'un simple match de football. Est-ce que ces 2 visions du monde, ces 2 idéologies se traduisent-elles par des styles de jeu différentes ?
Alors, en fait, ce qui est la beauté du football, c'est son caractère plastique. C'est-à-dire qu'on peut, à partir d'un style de jeu particulier, l'interpréter de manière totalement différente. Donc, en gros, dans les deux grands styles de jeu qui sont développés en Europe, Europe continentale, si on met de côté les Anglais, avec leur kick and rush, c'est en gros les tactiques très défensives, qui ont été mises au point par l'Italie dans les années 30, pour pouvoir battre l'Autriche, qui avait un style de jeu très offensif à l'opposé. Et il reste la grande équipe de Hongrie qui est battue par l'Allemagne de l'Ouest en finale en 1954, et l'héritière de ce style de jeu austro-hongrois. La question c'est: est-ce que ces styles de jeu qui peuvent être des styles de jeu nationaux, c'est-à-dire que les grandes nations de football s'imaginent et se voient comme les dépositaires d'un style de jeu particulier, donc par exemple les Italiens sur le catenaccio, sur cette capacité à défendre, à jouer collectivement, en fait on peut dire une chose et une autre, c'est-à-dire que par exemple en Italie, l'Église considère que des équipes disciplinées, c'est à l'image de ce que doit être une société catholique, c'est-à-dire des fidèles qui obéissent au Saint-Siège, et en particulier au pape, comme elles obéissent au capitaine. Alors que les communistes diront, non, c'est la preuve que si on est solidaire dans une société, si on est collectif, etc., etc. Donc finalement, l'Allemagne de l'Est, la RDA et la RFA, la RFA est un peu comme toutes les équipes allemandes, elle est très bien organisée, c'est-à-dire qu'elle sait défendre, elle sait attaquer. Et la RDA, c'est un peu une RFA en moins bien. Et sur le match de Hambourg, ils ont joué à l'italienne. La RDA a joué à l'italienne. On n'est pas favori, on va défendre, on marquera en contre-attaque, ce qui finit par arriver. Mais la culture du football n'est pas assez développée en Allemagne de l'Est. Enfin, l'équipe n'est pas assez forte, pas assez prestigieuse pour que le régime brode sur un style de jeu à l'Est allemande, un style de jeu socialiste. C'est un des grands drames des pays socialistes en général. L'URSS a connu la même chose dans le cadre du football professionnel, c'est que leurs équipes sont moins fortes. L'URSS aurait aimé gagner la Coupe du Monde de football. Les Jeux Olympiques, ils ont réussi. Ils ont réussi à investir ce terrain-là. La Coupe du Monde de football, le professionnalisme, quand vous avez... il y a une émulation qui fait que les équipes sont meilleures à l'Ouest, tout simplement. Philippe Collin, je disais que les visions du monde produisent des styles de jeu différents, mais elles produisent également, évidemment, des sociétés différentes. Et lorsque le jeune frère qui a intégré en tant que kinésithérapeute l'équipe de RDA et qui suit donc cette équipe lors de son mondial 74 se retrouve à l'Ouest, sa foi, qui n'était déjà pas très, très ferme, se retrouve ébranlée. Vous avez tenu avec Sébastien Goethals à consacrer de nombreuses pages à cette situation de cette équipe est-allemande qui débarque en Allemagne de l'Ouest et qui découvre une société qu'il considère comme une société d'abondance et comme une société de toutes les tentations. C'était une mentalité partagée en Allemagne de l'Est où les choses sont plus complexes que ça? Les choses sont plus complexes que ça, évidemment, parce que tout le temps en miroir à ce que vous dites, par exemple, sur Andreas, il y avait systématiquement dans le camp d'en face une sorte d'équivalence. Je dis ça parce que l'idée qu'on a voulu mettre en place avec Sébastien, c'est de pointer justement les nuances dans les blocs eux-mêmes. Prenons un exemple très concret. On va dire que en face d'Andreas Werner, qui est donc cet espion effectivement est-allemand qui doute de ses convictions, doute du système communiste et se retrouve confronté à un monde de liberté, d'ailleurs plus que d'abondance, parce que ce qui l'épate, c'est la liberté finalement, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, etc. Bon, c'est ça qui le titille plus qu'autre chose. En face, il y a Paul Breitner, par exemple. Je voudrais qu'on en dise un mot parce que on peut avoir le sentiment, par exemple, que cette équipe ouest-allemande est encore une fois monolithique, que c'est une équipe qui incarne le miracle économique de l'Allemagne de l'Ouest, une Allemagne libérale, entrepreneuriale, conquérante. Bon, c'est plus complexe que ça. Breitner, il est né en 1948.
il se targue d'avoir lu le petit livre rouge de Mao, il se targue d'être maoïste, il est un boomer, comme on dirait aujourd'hui, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il est antimilitariste, il est contre la guerre du Vietnam, il est hédoniste, il aime les plaisirs de la vie. Et je dis ça parce qu'il incarne aussi une jeunesse allemande des années 60-70. Et qu'il est important dans le récit qu'on a mis en place parce qu'on a systématiquement voulu mettre en opposition des clichés, quasiment. Et d'ailleurs, un des grands clichés qu'on peut avoir sur la RDA des années 70, c'est effectivement peut-être une Allemagne un peu grise, un peu vert de gris, vous voyez, sans jeu de mots, et puis une Allemagne... on va dire, pas achalandé, avec des commerces qui sont vides, où on fait la queue pour se nourrir. En fait, tout ça est faux. C'est-à-dire que, curieusement, on a oublié, nous, que les années 70 en Allemagne de l'Est sont assez joyeuses, sont assez colorées. On dîne et on déjeune à sa faim. On est assez fiers, d'ailleurs, du système qui a été mis en place. Et c'est pour ça que Conrad veut défendre, lui, le frère aîné. Certes, il a quitté le territoire, mais il sent bien aussi qu'il y a une fierté à être est-allemand et qu'il y a forcément des vertus à ce système. Vous voyez, donc, c'était systématiquement notre désir avec Sébastien d'essayer de prendre à contre-pied le lecteur et la lectrice. C'est-à-dire, tu penses ça, tu penses ce cliché-là, mais attention, il y a toujours un contre-cliché, j'ai envie de dire, qui vient dire que c'était beaucoup moins blanc et noir que ça peut nous sembler l'être aujourd'hui. Alors, il ne nous reste que peu de temps, et là, on aurait encore beaucoup d'autres questions à vous poser au sujet de cette passionnante BD, mais justement, vous avez choisi de faire une BD, de créer une bande dessinée. Il se trouve que les rapports entre la bande dessinée et l'histoire se resserrent ces dernières années. J'ai lu quelque part qu'une BD sur 4 aujourd'hui qui était publiée en France avait pour point de départ un thème historique. Qu'est-ce que permet la bande dessinée vis-à-vis de l'histoire, Fabien? C'est toute la question des rapports entre la fiction et l'histoire. C'était Paul Veyne qui disait que à la fin, la littérature peut donner la vérité de l'histoire. C'est-à-dire que après, l'historien est limité par les sources et par une rigueur scientifique qui fait qu'il peut pas aller plus loin qu'un certain niveau de vérité que délivreraient les sources. La fiction, et notamment la bande dessinée, permet de s'affranchir de cette règle au sens où tout ça est vraisemblable. Donc moi, c'était mon rôle dans la BD. C'est juste à la fin, une fois qu'on a lu, alors c'est très fastidieux en plus pour une bande dessinée de présenter, par exemple, il y a Eric Honecker qui apparaît, de mettre un carton, Eric Honecker, né en, etc., etc. Donc voilà, l'idée c'est ceux qui s'intéressent, ils ont toutes ces informations-là à la fin. Et ensuite, ça rend, finalement, tout ce qui, on n'a pas trouvé la trace dans les archives est-ce que c'est un des frères Werner qui a fui, mais on sait qu'il y a quelqu'un qui a fui. Et pourquoi pas lui? C'est-à-dire que c'est ça qui est assez fascinant dans cette bande dessinée, c'est que les frères Werner existent parce qu'ils sont vrais historiquement, même s'ils ne sont que des personnages de fiction. Philippe Collin, vous voulez rajouter un mot sur cette question du choix de la bande dessinée? Oui, j'ajouterais à tout ce que vient de dire Fabien et que je partage vraiment très sincèrement, c'est que la bande dessinée a aussi l'avantage de la transgénération. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'un sujet comme celui-là, la guerre froide, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, peut sembler un peu aride et voire un peu lointain, voire un peu âpre, vous voyez, pour des publics qui peuvent être plus jeunes, peut-être, voilà. Mais la bande dessinée a cette vertu de rentrer dans les familles
et peut-être que des gens qui ont aujourd'hui 20, 30 ans, qui n'ont pas connu la RDA, qui ne savent pas ce qu'était la RDA et la RFA, enfin ils la connaissent parce qu'ils l'ont étudié au lycée ou à l'université, mais ils ne l'ont pas connue, alors que leurs parents, bien sûr que oui. Ça a cette vertu-là peut-être d'embrasser des publics très différents, à la fois socialement et sur les pyramides d'âge, et ce qui permet de pouvoir faire entrer dans des discussions des sujets qui ne sont pas évidents, parfois complexes, parfois, je vous dis qu'ils ne sont pas très attirants, alors qu'en réalité, avec une bande dessinée et une dose de fiction, et dans la projection de sentiments, c'est là où Fabien a raison, l'historien s'arrête aux archives, aux documents, il n'a pas le droit à la projection des sentiments des acteurs de l'histoire, et c'est bien normal, et tant mieux, mais nous, on a le droit de faire ça, donc sur la base d'un travail qui est sérieux et aidé par Fabien, nous, on peut pousser un peu plus loin et faire rentrer l'humain. Et donc, cette bande dessinée, elle permet, et d'autres, permettent d'offrir à des sujets complexes peut-être des publics bien plus larges. Merci infiniment Philippe Collin et merci Fabien Archambault. Il nous reste à inviter le public à aller découvrir le score final et le résultat de ce match qu'on peut trouver évidemment en ligne. Alors, je m'appelle Aurore Petit, je suis autrice et illustratrice pour la jeunesse. Je travaille essentiellement pour l'édition, mais aussi pour la presse et pour la communication. Je m'appelle Jean-Marc Matisse. Je précise parce que beaucoup de gens pensent que c'est mon prénom. Donc, je suis auteur-illustrateur, principalement de livres pour enfants. Le livret, en fait, c'est un petit album Panini. Donc c'est un livret cartonné tout simple dans lequel on peut coller 8 stickers. Alors le livret, donc le voici. Donc en fait c'est un petit peu une recette, ou une méthode pour les gens qui voudraient faire du sport et lire en même temps. Ces 8 stickers, ce sont 8 personnages qui sont des sportifs lecteurs ou des sportives lectrices, donc ils sont en train de faire du sport et de lire en même temps. Donc il y a la motivation, la concentration, la discipline, la polyvalence. Et donc ces stickers peuvent être récoltés par les enfants. Les enfants ou même les adultes en fait. Ils peuvent aller dans différents lieux culturels de la ville de Chaumont pour les collecter et les coller ensuite dans leur petit album Panini. Avec Aurore, on a déjà travaillé ensemble sur des albums, donc on se connaît, on a l'habitude. Elle a fait des listes et puis ensuite on a choisi dans cette liste. Et ensuite, c'est poser la question de qui fait quoi. Comme pour les projets de livres qu'on fait, c'est surtout moi qui écris, elle qui dessine, donc on s'est dit on va faire pareil. Donc moi, je vais m'occuper de la typographie un petit peu, et puis elle des dessins. Mais après, on a conçu les choses ensemble, et ensuite chacun a fait sa part, tout simplement. Alors on peut trouver le livret et les stickers dans tous les lieux culturels et sportifs de la ville de Chaumont, notamment à la médiathèque des Silos. Si vous voyez cette affiche quelque part, vous pouvez trouver des stickers à coller là-dedans, tout simplement. Voici le dernier sticker, je regarde bien l'ordre parce que comme ils sont carrés, on pourrait avoir tendance à les mettre n'importe comment. Donc il y a un ordre, là c'est le repos, donc il est couché, le monsieur. Voilà. Et les 100 premiers qui ramèneront donc à la bibliothèque des Silos leur petit fascicule complété auront droit à une risographie, donc, qui est une affiche d'un dessin agrandi. Voilà. Alors la risographie, c'est une technique d'impression par couche qui ressemble un petit peu à la sérigraphie. C'est-à-dire qu'on va imprimer couleur par couleur. La différence de la sérigraphie où on imprime à la main, là c'est une machine en fait qui est comme un gros photocopieur qui va imprimer couleur par couleur. Donc on va passer la feuille une fois pour imprimer le jaune par exemple, une autre fois pour imprimer le vert, une troisième fois pour imprimer le rose et une dernière fois pour imprimer le noir. Bonjour. Bonjour. Vous savez qui je suis ? Oui, on va venir. Ah.
suis venue pour présenter mon travail auprès des classes. En fait, au départ, j'étais invitée pour le Salon du Livre, qui prend une autre forme, mais du coup, il n'y a pas vraiment de salon ce week-end, mais les rencontres dans les classes sont maintenues. Et donc aujourd'hui, j'ai rencontré des classes de maternelle, des classes de primaire, des CE1, CE2. Et donc je leur ai présenté mes livres, on a fait des ateliers autour de mon travail. Et je leur ai un petit peu fait toucher du doigt ce que c'était qu'être illustrateur. C'est quoi votre premier livre? Alors mon tout premier livre, il s'appelle Ménagerie. Alors il n'est pas là, et puis j'en ai pas ici. Donc c'était un livre qui s'appelle, qui est un bestiaire. Vous savez ce que c'est qu'un bestiaire? Non. Oui, c'est quoi? Ah, ça c'est un vestiaire. Un bestiaire, ça vient de bête. C'était un livre où en fait je dessinais des personnages qui ressemblaient à des humains au premier abord, à la place de leur tête d'humains. Ils avaient des têtes d'animaux. Oh, c'est trop drôle. Il y a quelque chose qui est toujours là, par contre, c'est l'émerveillement devant un dessin qui se fait, quoi. Ça, ils sont toujours, quand ils voient qu'en traçant un trait, hop, ça devient quelque chose et qu'ils arrivent à deviner ce qui va se faire, c'est un moment assez précieux, assez magique. C'est un bonhomme poisson. Ouais, c'est un bonhomme poisson. Alors cet après-midi, on a fait des bonshommes en mouvement, parce que cette année, donc, le thème du salon, c'est le sport et la lecture. Et donc j'avais dessiné, moi, des sportifs lecteurs et des sportives lectrices. Et donc on a dessiné des personnages dans ce sens-là. Donc il s'agit de redécouper le corps humain en différentes formes et de les assembler pour faire un bonhomme en mouvement. On a elle qui joue au Tennis. ouais, et lui qui se repose. Est-ce que vous voulez qu'on apprenne ensemble à dessiner des bonhommes comme ça? Oui. Ouais. Vous voulez dessiner? Oui. Ouais. Les rencontres qu'on a fait avec les classes cet après-midi, c'était en lien avec l'art d'être champion du monde et aussi avec le livret exercice qu'on a fait en partenariat avec la médiathèque des Silos. L'art d'être champion du monde, c'est un livre qui date de 2015, qui a été publié chez Actes Sud Junior. Mes autres ouvrages sont pour la plupart souvent pour les plus petits. On a une collection de comptines avec Matisse qui s'appelle Mes livres à chanter. Donc là, on a 5 titres, on fait à peu près 1 ou 2 titres par an. Alors Matisse, c'est un auteur d'albums et aussi de romans. On s'est rencontrés par la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Et donc je lui ai demandé d'illustrer une des publications qu'on a faites. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a découvert qu'on avait pas mal d'atomes crochus au niveau du travail. Notre première collaboration, c'était les aventures de Dolores Wilson. Tu as déjà terminé ton travail, Dolores? Non, mon gros, je suis venue te chercher. J'ai une livraison à faire dans la zone et j'ai besoin de ton flair canin pour me prévenir du danger. Dans la zone? Mais je suis un chien des villes, moi. Je n'ai pas beaucoup de flair. Si tu viens, je t'achèterai 6 boîtes de tes gâteaux préférés. Et alors, je croyais que tu n'avais flairé aucun danger. C'est pas ma faute, Dolores. Je ne sens plus rien quand j'ai envie de faire pipi. Et c'est maintenant que tu me le dis. Je te l'ai dit, je suis un chien des... Débile, je sais, mon gros. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Je vous remercie. Vraiment, les élèves ont été super bien préparés et vraiment très attentifs, exceptionnellement sages. C'est impressionnant. et bien sûr, je voudrais remercier aussi la médiathèque de ne pas lâcher l'affaire dans ces temps confinés là où il y a beaucoup d'événements qui sont annulés. Et je trouve ça admirable en fait de garder l'enthousiasme de faire des projets culturels. Donc merci.
Il nous reste aussi à vous inviter à découvrir et à retrouver les livres de Fabien Archambault et de Philippe Collin, mais aussi ceux d'Aurore Petit, à la fois à la médiathèque Les Silos et aussi au sein des 3 librairies chaumontaises, à la Une, Apostrophe et le Pythagore. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission.